This is a special report from ABC News. An airplane apparently has crashed into the upper levels of the World Trade Center in Lower Manhattan in New York. A tremendous amount of smoke is pouring from one of the twin towers of the World Trade Center. The next building is another one. Oh my God! Oh my God! Another plane just flew in. I feel the heat. The explosion is incredible. Oh my God! Another plane, as we were watching. I don't believe this. The second tower has exploded from about the 20 stories below. Oh my God! I don't believe it. Remember September 11th. Il faut se remémorer le 11 septembre quand on pense à l'influence des néoconservateurs, car ce moment a tout changé. Il a créé un sentiment de vulnérabilité et de danger, pour lequel la solution appropriée était l'usage de la puissance américaine pour nous protéger, nous et nos valeurs. Car le challenge est existentiel. Ceux qui veulent tuer des Américains veulent le faire car ils souhaitent changer le monde à leur image. Ils voudraient que nous vivions encadrés par leurs règles, par leurs valeurs. Donc, après le 11 septembre, un grand nombre de personnes étaient prêtes à accepter une défense plus vigoureuse des valeurs américaines. Il y a beaucoup de néoconservateurs qui pensent que nous n'avons pas le choix. La guerre nous a été déclarée. De même que nous ne voulions pas vraiment, disent-ils, nous ne voulions pas vraiment entrer dans la Deuxième Guerre mondiale, elle est venue à nous. Apportée par l'aviation japonaise. Eh bien, aujourd'hui, ils ont pris notre propre aviation civile pour nous apporter la guerre. Il est impossible de négliger l'importance du 11 septembre. Il a changé la vie politique américaine, probablement pour toujours. Il a influencé tout le monde, conservateurs, néoconservateurs, libéraux de gauche. Nous avons immédiatement compris que la sécurité dont nous pensions bénéficier après la fin glorieuse de la guerre froide, protégée par deux océans, n'était pas vraiment une sécurité. Il y avait des gens déterminés à tuer des Américains, prêts à mourir eux-mêmes pour cela. Soudain, nous avons découvert que nous ne vivions pas dans un monde sécurisé, mais dans un monde très dangereux. Murder of innocents cannot be explained, only endured. And though they died in tragedy, they did not die in vain. Bush a été influencé par le 11 septembre. Ce fut une date clé pour lui qui n'était pas d'orientation néoconservatrice, mais plutôt un mélange de différentes choses. Le message fondamental qu'il retient du 11 septembre était la nécessité pour les États-Unis d'être plus forts, de transformer le Moyen-Orient. Donc pour lui, le 11 septembre marque le moment où la réalité l'a agressé de terribles manières.
génie des néoconservateurs qui avaient leurs idées depuis le début, mais ça a été de saisir le moment du 11 septembre où Bush, quand on voit sa campagne électorale, il n'était pas du tout question de tout ça. Mais ils ont saisi ce moment de Bush qui n'avait pas d'idées sur la politique étrangère. Je trouve toujours presque pathétique ou touchant la manière dont le 12 septembre, il a dit « Nous avons trouvé notre mission, c'est de combattre le terrorisme ». Ça prouve qu'avant, il n'en avait pas. On peut dire que Powell, Rumsfeld, Cheney n'étaient pas en fait des néoconservateurs. Vous savez, les néoconservateurs étaient à des postes secondaires. Richard Pearl avait une certaine influence. En fait, je dirais que toute administration inclut des représentants de différentes tendances. À mon avis, le 11 septembre a tout changé pour Bush, a tout changé pour l'opinion américaine en très grande partie, mais n'a pas changé grand-chose pour les néoconservateurs. En ce sens qu'ils avaient exactement les mêmes idées le 12 septembre que le 10, mais ils ont saisi l'opportunité stratégique de les utiliser. Wolfowitz était là, c'était le seul qui avait un poste important, mais tous, ils avaient écrit, ils avaient fait un appel en 98 pour une politique réganienne, pour renverser Saddam Hussein. Et chez Paul Wolfowitz, je n'ai jamais bien su pour quelle raison, il y avait une véritable obsession de Saddam quand il était jeune fonctionnaire à l'Arms Control Agency, à l'intérieur du département d'État. Dès que Saddam Hussein est arrivé au pouvoir, il a dit voilà l'homme dangereux. Si vous m'aviez demandé avant le 11 septembre quelle sera l'attitude des États-Unis envers l'Irak, j'aurais répondu « J'espère qu'elle changera et que nous déciderons de renverser le régime de Saddam Hussein ». Mais je crains que nous ne choisissions de maintenir la politique de l'administration Clinton, qui était de ne rien faire, de laisser Saddam Hussein au pouvoir et espérer qu'il ne nous cause pas de problème, même s'il en avait le potentiel et la capacité. La première réaction de Wolfowitz, ça a été, ça c'est dans tous les bouquins, ça a été de dire, ça vient de Saddam, il faut tout de suite attaquer l'Irak. Et on a dit, mais non, il n'y a pas de preuves, et en tout cas, Ben Laden, il est en Afghanistan, il n'est pas, et on n'exclut pas, et je crois qu'on sait maintenant que Bush a pris au sérieux dès ce moment-là, il a dit, faisons d'abord une coalition avec l'Afghanistan, l'Irak, on verra après. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. More than 2 weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. Close terrorist training camps, hand over leaders of the al-Qaeda network, and return all foreign nationals, including American citizens, unjustly detained in your country. None of these demands were met. And now, the Taliban will pay a price. On vous dira maintenant, et non seulement en septembre 2001, mais même avant, ils avaient commencé, seulement on dormait. C'est ce que probablement dit Richard Pearl, que la guerre avait déjà été déclarée. Il y avait eu une autre attaque sur le World Trade Center, il y avait eu des attaques sur nos ambassades, il y avait toute la rhétorique de l'intégrisme armé depuis très longtemps. Mort aux Juifs, mort aux Américains, mort aux infidèles, mort aux chrétiens, mort aux Européens. Ils le font depuis longtemps. Alors, ils disent, le discours c'est plutôt, il était temps de se réveiller.
explosion blasted a gaping hole through the ceiling of the second sub-basement in Tower Number 1. This is where firefighters say the injuries were most severe. At 9:55 p.m., the truck explodes, the force of the blast equal to 5,000 pounds of TNT. Two bombs that exploded within minutes of each other in Nairobi, Kenya, and Dar es Salaam, Tanzania. The bomb was in a pickup truck parked at the rear of the embassy next to a secretarial college. Terror is not a form of political expression. It is certainly not a manifestation of religious faith. It is murder, plain and simple. A terrorist bomb tore through the USS Cole in Aden Harbor last October, killing 17 sailors. Now, Pentagon sources tell NBC News. Ces néoconservateurs ont d'autres occupations que d'être des hommes d'État. Ce sont des journalistes, ce sont des professeurs d'université, ce sont des chercheurs, ce sont éventuellement des avocats. Et donc, au fond, leur carrière se passe par phases, avec certaines phases quand leur parti et leur réseau d'alliance est au pouvoir, où ils peuvent aller travailler dans l'administration, et d'autres où ils sont en retrait et où ils exercent leur profession, souvent en restant commentateurs de la vie politique américaine, notamment en politique étrangère, et un certain nombre d'entre eux trouvent refuge, au fond, lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, dans ces fameux centres de recherche, les think tanks américains, qui sont, au fond, des sortes d'universités sans étudiants, des sortes de centres de recherche, qui font le lien entre, d'un côté, les universités qui sont, au fond, trop académiques, trop théoriques d'un certain point de vue, et d'autre part, le monde de la décision politique. Le Code fiscal américain comprend une section qui précise la possibilité de créer des organisations éducatives qui n'ont pas vocation à faire du profit, mais à promouvoir les idées et le débat. Elles ne sont pas associées à un parti politique et d'ailleurs elles n'ont pas le droit d'exercer de pression politique, ni au Capitole, ni devant le Congrès. On the Hill to pass legislation, or in Congress to pass legislation. And what they are typically intellectuals. Ce sont des intellectuels et des anciens responsables politiques qui créent une organisation afin de promouvoir leurs propres idées, de les diffuser au public comme aux dirigeants et d'essayer d'influer sur le débat public. To try to influence the public debate. Chaque think tank emploie des méthodes différentes. Notre mécanisme habituel est un co-mémorandum qu'on envoie par fax ou email aux leaders d'opinion. Ce sont des membres de l'administration, des écrivains politiques, des membres d'autres think tanks, des journalistes, des membres du Congrès, des adjoints. Si on le fait suffisamment bien, les gens liront le mémorandum, l'archiveront et s'en serviront peut-être pour écrire un commentaire politique ou le citeront lors d'un débat public, au Congrès ou dans l'administration. Les contributeurs principaux sont ce qu'on appelle aux États-Unis des fondations philanthropiques. En général, ce sont des familles ou des entreprises qui créent une fondation pour distribuer des fonds à des organisations bénévoles telles que la nôtre. Nous recevons de l'argent de bon nombre de différentes fondations. D'après mon expérience, ils n'essayent pas de diriger notre pensée. Ça ne veut pas pour autant dire que nos opinions ne déterminent pas s'ils continueront de contribuer ou s'ils décideront de nous retirer leur appui. Nous en avons déjà fait l'expérience, par exemple, à la fin des années 90. Nous étions l'un des seuls think tanks conservateurs, voire le seul à soutenir l'intervention dans les Balkans, c'est-à-dire à soutenir le président Clinton, alors que les républicains du Congrès étaient contre.
Cela nous a coûté des contributions apportées par des fondations. Certaines fondations conservatrices nous ont demandé pourquoi on avait pris ce parti. On le leur a expliqué et elles ont répondu « D'accord, on ne vous donne plus d'argent ». Cet immeuble est très bien placé. D'une part à cause de son accès aisé aux bureaux gouvernementaux qui l'entourent, mais aussi parce qu'il est placé au centre de Washington. Notre organisation est basée ici parce que notre directeur général est aussi rédacteur en chef du Weekly Standard et qu'il doit courir de l'un à l'autre constamment. Donc c'est surtout parce qu'il est ici que je suis ici. Pearl. He's like in a state. Yeah, exactly. J'ai étudié et obtenu un doctorat en philosophie politique à Harvard. J'ai enseigné pendant plusieurs années à l'université de Pennsylvanie. J'ai travaillé pour le gouvernement, pour Bill Bennett quand il était ministre de l'Éducation. J'ai travaillé pour la première administration Bush, puis je me suis lancé en politique. Ce n'est qu'à ce moment que mes collègues et moi avons créé le Weekly Standard en 1995. Cela fait donc 9 ans. Je ne me considère pas comme journaliste, plutôt comme membre du gouvernement. J'ai enseigné pendant un temps, j'ai été au gouvernement pendant un temps et maintenant je suis rédacteur en chef. Dans ma jeunesse, j'ai lu Camus, il m'a influencé parce qu'il était en opposition avec Sartre. C'était une vision complexe du libéralisme et de la modernité. Mais je dirais que cette pensée était une sorte de progressisme libéral conventionnel trop simpliste pour moi. Nous avons dû revenir en arrière et nous pencher sur d'autres penseurs, comme Tocqueville, les pères fondateurs de l'Amérique, John Locke, certains philosophes grecs, Léo Strauss ou encore des penseurs religieux. Il n'était plus possible de dire que l'histoire marchait dans une seule direction et que nous devions devenir de joyeux progressistes et naïfs. La plupart des néoconservateurs pensaient comme moi, bien sûr avec différentes nuances et sensibilités. Certains étaient intéressés par la politique étrangère, d'autres par les traditions culturelles, d'autres par la politique intérieure, etc. C'est amusant et ironique car il s'agit d'un petit groupe et qu'il reflète peut-être mieux la pensée des Américains que les autres partis politiques, plus grands et mieux organisés. Si les Américains avaient plus le temps pour réfléchir, et c'est souvent le cas parce qu'ils travaillent, ils s'occupent de leur famille, ils élèvent leurs enfants, si on leur laissait le temps de réfléchir, ils finiraient par devenir néoconservateurs, comme poussés par une sorte d'instinct. J'ai grandi dans l'admiration de Ronald Reagan. J'ai évolué en tant que républicain et conservateur. Mais dans le contexte actuel, je suppose que je peux être qualifié de néoconservateur. Parce que je crois que la puissance américaine peut devenir la force du bien dans le monde, et que la politique extérieure américaine ne doit pas se restreindre à une défense étroite, où primerait l'intérêt stratégique américain. Elle devra aussi se consacrer au développement de principes communs aux Américains et aux peuples d'Europe de l'Ouest et du monde entier, qui ont foi en la démocratie et en la liberté. Je crois que ces principes sont la pierre angulaire de la politique étrangère américaine. Je pense que les néoconservateurs sont ceux qui ont tendance à s'appuyer sur des principes moraux en matière de politique étrangère. Voici un exemple. Dans les années 90, aux États-Unis, beaucoup de conservateurs traditionnels étaient très sceptiques quant à la nécessité d'une intervention en Bosnie et au Kosovo. Ils considéraient que les nettoyages ethniques en ex-Yougoslavie ne regardaient pas les États-Unis. Leur attitude était de dire « ils veulent s'entretuer, laissez-les faire ». Alors que les néoconservateurs étaient quant à eux partisans d'une intervention, parce qu'ils avaient conscience que le génocide qui se déroulait dans cette partie de l'Europe ne pouvait être ignoré par les États-Unis, même si cela n'avait pas de ramifications directes avec la sécurité américaine. Il y avait en cause un enjeu plus large. L'Amérique doit promouvoir un monde dans lequel le génocide n'est pas toléré.
Il n'y a pas de parti néoconservateur parce que les gens qui partagent les idées des néoconservateurs sont assez satisfaits au sein du Parti démocrate, du moins certains d'entre eux, ou du Parti républicain. Nous sommes très proches de l'opinion générale aux États-Unis. Nous n'avons pas besoin d'un parti politique. Si nous en ressentions le besoin, nous en créerions un. Mais nous ne serions que 10 dedans. Ce serait donc un très petit parti. Chaque mois, vous trouverez des articles d'un ou deux d'entre eux dans le magazine américain Commentary, parfois ailleurs. Mais on peut dire que les idées des néoconservateurs ont touché beaucoup d'Américains, car elles sont pratiques. Il n'y a rien de profondément théorique dans la pensée néoconservatrice. On peut dire que les néoconservateurs sont des libéraux de gauche sur les questions nationales et conservateurs, c'est-à-dire réalistes et déterminés, sur les questions internationales. Par exemple, la plupart des néoconservateurs croient en l'ouverture de la société américaine. Notre politique d'immigration est très libérale. Nous voulons que les gens viennent aux États-Unis. Nous sommes heureux d'avoir des gens qui viennent du monde entier pour débuter une nouvelle vie aux États-Unis. Nous pensons que cela enrichit notre culture et notre société. Les conservateurs traditionnels sont très mal à l'aise vis-à-vis de l'immigration, en Europe comme aux États-Unis. Nous ne sommes pas autant opposés à l'interventionnisme de l'État que les conservateurs traditionnels. Nous nous entendons quand il s'agit de croire au pouvoir américain, pouvoir militaire, pouvoir politique, culturel et diplomatique, car nous pensons que c'est une force bénéfique dans le monde. L'attitude néoconservatrice était plus une façon de penser et une orientation qu'un mouvement. En général, les mouvements sont structurés. Il n'y avait pas de structure néoconservatrice. Il y avait des publications auxquelles les néoconservateurs contribuaient, mais jamais d'organisation, du moins pas d'importance. L'attitude néoconservatrice était celle des libéraux de gauche qui avaient perdu confiance dans les formules libérales. Qui commençaient à penser qu'il était nécessaire d'agir plus énergiquement pour protéger les intérêts américains et les valeurs occidentales, car ces valeurs avaient été attaquées. En un sens, les néoconservateurs étaient des libéraux de gauche traditionnalistes, réagissant à un virage brutal de la politique américaine vers la gauche, entamé à la fin des années 60. À partir du milieu des années 60, un certain nombre d'intellectuels, dont certains étaient journalistes, d'autres étaient universitaires, qui avaient été ce que vous appelleriez en France des hommes de gauche, dans leur jeunesse, ont commencé à s'inquiéter des conséquences de certaines politiques intérieures et étrangères que l'on menait sous le gouvernement Kennedy et Johnson. En particulier, il y avait le problème des droits civiques. Ce qu'on allait appeler par la suite les néoconservateurs étaient tous, souvent avec des années même de militantisme derrière eux,
des partisans de l'antiracisme et des droits civiques. Ce qu'il craignait, c'était les effets pervers de certains programmes et certaines initiatives mises en place dans les années 60, surtout par l'administration de Lyndon Johnson, pour accélérer l'accès des Noirs, ce qu'on appelle maintenant les Africains-Américains, à un niveau d'égalité sociale comparable à la grande majorité des Américains. Les effets pervers étaient de créer en particulier un état d'esprit d'assister. Look, I think at the heart of it, écoutez, je pense que le noyau de tout cela, l'origine historique, c'était une réaction contre un certain libéralisme et un progressisme naïf, particulièrement à la fin des années 60, quand le libéralisme commença à déraper. Cela a pris différentes formes. Nombre de néoconservateurs étaient influencés par différents penseurs. Raymond Aron a eu beaucoup d'influence et sa pensée a attiré les néoconservateurs. Cela pourrait se traduire par une sorte d'engagement pour la démocratie libérale et un scepticisme concernant les solutions simples et un progrès inéluctable. Parmi les inspirateurs de la pensée néoconservatrice, il y en a un dont on ne parle pas beaucoup en France, c'est le père de William Kristol qui s'appelait Erwin Kristol, qui a été d'ailleurs un ancien trotskiste puis libéral. You get social justice in the hands of the government and it's in the hands of ambitious politicians and it becomes a profession. Social justice should not be a profession. I believe that we should encourage people to do what they should do to help people to the degree that people can be helped. And to the degree that they can't be helped, they can't be helped. La célèbre définition de mon père était qu'un néoconservateur est un libéral de gauche qui a été agressé par la réalité. Je dirais que nous devons faire avec la réalité. Il était un des premiers à voir que, un des premiers, je veux dire, de cette mouvance, à voir que sur le point de l'économie, les conservateurs traditionnels avaient raison. Il fallait laisser faire les capitalistes. Chose que ses amis probablement n'auraient pas pensé. Parce que pour eux, qui étaient tous sortis d'une mouvance plus ou moins social-démocrate, l'intervention de l'État dans l'économie était probablement une bonne chose. Mais lui, il disait, et là il avait appris des penseurs économiques traditionnels, du libéralisme dans le sens traditionnel, qu'il fallait laisser faire les hommes d'affaires. De même, il avait dit il faut qu'un pays ait une sorte de religion civile. Et il avait écrit un article qui s'appelait « La stupidité politique des Juifs américains » en disant les Juifs américains votent toujours à gauche avec les libéraux, l'internationalisme, mais tout ça, c'est pas sérieux, ni pour les États-Unis, ni pour Israël. Il y a des gens qui en veulent vraiment, c'est les chrétiens fondamentalistes, les protestants. Évidemment, ils sont un peu antisémites sur les bords, mais on n'a pas grand-chose à craindre, et voilà les gens avec qui il faut s'allier. Le seul qui soit, à cette époque-là, franchement en dehors du Parti démocrate, c'était Erwin Kristol, qui avait décidé en avance de presque tout le monde que le parti était, pour lui, irrécupérable. Et je ne sais pas s'il avait déjà adhéré au Parti républicain ou s'il était simplement sans parti. I can remember I've been a neo-something, a neo-Marxist, a neo-Trotskyist, a neo-liberal, a neo-conservative, in religion always neo-orthodox, even while I was a neo-Trotskyist and a neo-Marxist. I'm going to end up a neo. Just neo, that's all. Neo-nothing. Lui, c'est plutôt un journaliste éditorialiste. Très brillant. Et c'est justement à travers ces écrits très brefs que l'on voit une des
façon que ce courant commence à influencer la société plus large. Irving Kristol est invité, après le succès de sa nouvelle revue, The Public Interest, à prendre une colonne éditoriale régulièrement au Wall Street Journal. Et c'est comme ça que ça a commencé. Dans les années 60, 70, 80, l'obsession était naturellement la guerre froide, l'Union soviétique, la menace que le pouvoir militaire soviétique représentait pour l'Europe et aussi pour les États-Unis. Il y avait un large consensus sur la nature de la menace. Pas un consensus parfait. Vous savez, les gens regardent en arrière et parlent de la guerre froide comme si naguère tous étaient d'accord sur tout. En fait, il y avait beaucoup d'opinions différentes. Certains démocrates traditionnellement anticommunistes et certains républicains anticommunistes et les néoconservateurs qui n'avaient pas tellement parlé de politique étrangère jusqu'à ce point, se sont retrouvés hantés par la même peur, la peur du chantage nucléaire. Ils étaient donc méfiants à l'égard des accords stratégiques qui risquaient de geler une supériorité soviétique qui permettrait un chantage nucléaire. C'était la préoccupation principale, et pour la gérer, nous nous sommes décidés pour une réponse défensive. Par exemple, l'OTAN. Il y avait très peu de comportements agressifs de la part des nations occidentales, qui étaient essentiellement sur la défensive, jusqu'à Ronald Reagan. We recognize that there is no sane alternative to negotiations on arms control and other issues between our two nations, which have the capacity to destroy civilization as we know it. I believe this is a view shared by virtually every country in the world and by the Soviet Union itself. But let me also say that we need to extend the arms control process to build a bigger umbrella under which it can operate. Reagan n'acceptait pas les conceptions de ses prédécesseurs, selon lesquelles le devoir de la politique américaine était de développer une détente, de décider d'un moyen de s'entendre avec l'Union soviétique. Lui, il voulait la détruire, et c'était une conception révolutionnaire qui séduisait les néoconservateurs, car nous n'aimions pas l'Union soviétique. Et encore moins les politiciens qui disaient « Nous devons accepter ces brutes à Moscou, qui n'ont été élus par personne, qui dominent la moitié de l'Europe et représentent une menace continuelle pour notre démocratie, notre style de vie. » Alors arrive Ronald Reagan, prêt à déclarer une guerre idéologique à laquelle tous les autres ont renoncé. Lorsqu'il appela l'Union soviétique « l'Empire du mal » et souleva les questions concernant la légitimité de l'Union soviétique, il capta l'imagination des néoconservateurs. L'arrivée de Ronald Reagan aux affaires en 1980 représente une sorte d'apogée de l'influence des néoconservateurs. Ils sont utilisés par le nouveau président, surtout en affaires internationales, en grande partie parce qu'il appréciait leurs idées et aussi parce que les républicains traditionnels, y compris l'aile conservatrice du Parti républicain, ne s'intéressaient pas beaucoup aux affaires internationales. Par définition, c'étaient des isolationnistes. Alors, il avait besoin de cerveaux et de penseurs,
de militants intellectuels qui connaissaient les dossiers. Alors il a beaucoup fait appel à eux. Il y avait par exemple encore un autre démocrate assez bien connu, une femme qui s'appelait Jean Kirkpatrick. J'avais rédigé un article intitulé « Dictature », qui par la suite fut renommé « Dictature, deux poids, deux mesures ». Ayant été une démocrate libérale toute ma vie, j'étais de plus en plus perturbée par la politique extérieure du président Jimmy Carter. Je pensais non seulement qu'elle était erronée, mais aussi qu'elle était dangereuse. Plus j'écrivais et plus je réalisais à quel point mes idées étaient polémiques pour une démocrate libérale. L'article fut publié dans le Commentary du mois de décembre 1979. Une des personnes à l'avoir lu et apprécié était Richard Allen. C'était un républicain. Il conseillait régulièrement Reagan avant son accession au pouvoir. Et il a continué au moment où il préparait et menait sa campagne électorale. Dick lui indiquait les choses que, selon lui, il devait lire. Il a donné une copie de Dictature, deux poids, deux mesures, alors qu'il embarquait dans un avion de Washington pour Los Angeles. Il lui a dit « Lisez ceci, je vous promets que ça vous plaira ». Et c'était vrai. Ça m'a surprise d'apprendre que Ronald Reagan lisait Commentary. Et ça m'a encore plus surprise qu'il lise cet article qui n'est pas facile. Non seulement il l'a lu, mais il l'a également apprécié. Ronald Reagan a appelé Dick Allen de Chicago, où il faisait escale, et lui a demandé « Qui c'est ce type ?» Dick a répondu « Quel type ? Qui c'est ce Jean Kirkpatrick ?» Et Dick lui a dit « Primo, c'est une femme, et deuxio, c'est une démocrate. » Ronald Reagan a répondu « Je m'en fiche que ce soit une démocrate. Moi aussi j'en étais un, ça ne veut rien dire. » Il a ajouté « Je veux la rencontrer ». Il m'a téléphoné afin de me demander d'être ambassadrice aux Nations Unies et membre de son cabinet. Je suis devenu membre du Parti républicain qu'après avoir quitté le cabinet présidentiel. Mais je m'étais à tel point associé à ce parti que ça apportait une certaine cohérence à ma vie politique. De nombreuses personnes ayant appuyé Ronald Reagan ne sont jamais devenues des républicains. Richard Pearl ne l'a jamais fait, il est toujours démocrate. Bush père et sous Clinton, c'est au fond, je dirais, l'ère des bons sentiments, c'est-à-dire le multilatéralisme, les interventions humanitaires, que ce soit en Somalie ou en Haïti ou dans les Balkans. Et au fond, les néoconservateurs sont assez éloignés de tout ça et certains se rallient à Clinton à cause des accents moraux et pro-démocratie. Au fond, retrouvent leur vieille maison qu'était le Parti démocrate. D'autres, au contraire, restent plutôt côté républicain, mais tous, en tout cas, au fond, restent un petit peu en dessous du radar. Et puis, à partir de la deuxième moitié des années 90, ils réapparaissent. Ils réapparaissent parce qu'ils estiment que l'Amérique n'en fait pas assez, que l'Amérique, au fond, se laisse marcher sur les pieds, qu'elle n'affirme pas assez ses valeurs, qu'elle ne défend pas suffisamment la démocratie et qu'elle hésite trop à employer la force pour défendre la démocratie et pour, au fond, régler les problèmes. Et donc, de plus en plus, on a une sorte de montée en puissance de cette troisième incarnation du néoconservatisme à partir de la fin des années 90. Et alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça n'est plus du tout une école de gauche, on est bien dans une famille de droite, et qu'il ne s'agit plus du tout de politique intérieure, il s'agit à 100% de politique étrangère. Les vrais néoconservateurs sont des gens qui, autrefois, étaient libéraux de gauche et sont devenus conservateurs. Aujourd'hui, on appelle néoconservateurs des gens comme Bill Kristol ou Paul Wolfowitz. Des gens comme eux, moi je les appellerais plutôt des faucons conservateurs, car ce sont des conservateurs qui n'ont jamais été des libéraux de gauche. Une chose est claire. Malgré les accusations dont sont taxés les néoconservateurs, que nous croyons que l'on peut imposer la démocratie par la force, à la pointe des fusils, c'est impossible.
On ne peut créer des institutions démocratiques avec des moyens militaires. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est aider à neutraliser les obstacles à la démocratie. On ne peut créer une démocratie en Irak avec les tanks américains, mais on a pu renverser Saddam Hussein avec. Tant qu'il était en place, il n'y avait aucune chance de démocratie en Irak. In the city center, newly liberated Iraqis toppled a huge statue of Saddam Hussein. Il ne s'agissait pas seulement d'armes de destruction massive, mais de 25 millions d'Irakiens qui vivaient sous la terreur. Les Irakiens vivaient dans ce que Kenan Makir appelait la République de la peur. Il y avait une volonté de leur amener du changement, pas juste de trouver les armes que Saddam avait cachées. L'idée toujours que si il y a les dictatures et les démocraties, et si on renverse un tyran, une dictature, bon, ben, la population vous accueillera, ce qui d'ailleurs en partie, je crois, est vrai. Les Irakiens sont contents de débarrasser de Saddam Hussein. Mais l'idée qu'aussitôt le libérateur se transforme en occupant et que les gens ont été sous la tyrannie, mais que par ailleurs ils sont aussi musulmans, arabes, pauvres du Sud, qu'ils ont 10 000 revendications ou rancunes vis-à-vis des Américains, des soutiens d'Israël, etc. Ça n'entrait pas du tout dans leur schéma. Donc c'est une espèce de sentiment à la fois d'être le bien, la liberté contre la tyrannie, et à la fois d'être tout puissant, qu'on peut tout faire avec les nouvelles armes. Et moi j'avais écrit avant la formule, je ne sais plus de qui elle est, on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Et ça, pour moi, ça reste exactement comme pour le Vietnam, pour leurs aînés, ça reste un mystère, comment des gens finalement quand même bien intentionnés et très, très intelligents, formés à la fois à la philosophie, à la stratégie, etc., ont pu avoir cette espèce d'arrogance intellectuelle de penser que ça irait tout seul et de ne pas comprendre ce que n'importe quelle personne de bon sens aurait pu deviner. Si nous renoncions à nos efforts d'intervention dans le monde, car nous faisons tout pour le rendre meilleur, il deviendrait beaucoup plus dangereux, surtout au Moyen-Orient, où Bush est souvent ridiculisé parce qu'il veut transformer le Moyen-Orient. Mais quelle alternative avons-nous ? Nous ne pouvons continuer comme ça. Les dictateurs, les terroristes, les anti-américains, la radicalisation de l'islam, l'extrémisme croissant qui veut nous imposer la façon dont les choses doivent fonctionner. Je pense que ceci est inacceptable. Il ne doit plus y avoir de deuxième ou troisième 11 septembre. Selon moi, Bush a raison et nous devons trouver un moyen de changer tout cela. Peut-être l'avons-nous fait de façon maladroite. Selon moi, Bush est plus dans le vrai que ses détracteurs. Je pense que beaucoup trop d'Européens sont prêts à accepter que les Arabes aient à vivre pour toujours sous la dictature ou que la majorité de l'Asie aura à vivre sous la dictature. Même si l'histoire récente montre que la démocratie est en route, il y a beaucoup plus de pays démocratiques aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et beaucoup plus qu'il y a 25 ans. Il semble relativement égoïste à bon nombre d'entre nous de concevoir la démocratie pour quelques privilégiés. Et si c'est à cela que ressemble le futur, un petit groupe de démocrates qui se trouveraient être culturellement et économiquement les pays les plus avancés du monde, un petit groupe dans un océan de dictatures misérables, ce sera une piètre existence, car elle conduira à de grands chocs de civilisation et à de terribles violences en permanence. Un tel monde n'est pas acceptable. Face aux événements du 11 septembre, l'attaque la plus grave que l'Amérique ait jamais subie en ses 225 ans d'histoire, l'administration Bush a élaboré une politique précise.
Les adversaires de cette politique se sont progressivement orientés vers une théorie du complot, selon laquelle la politique étrangère des USA est déterminée par une cabale, par un petit groupe d'hommes liés au trotskisme, au professeur Leo Strauss de l'Université de Chicago, nombre d'entre eux étant juifs et manipulant le président. Un cow-boy texan mou, incompétent, faible et nerveux de la gâchette. Tout d'abord, je dirais ceci. Qu'on soit d'accord ou non avec la politique étrangère de l'administration Bush, ses conseillers les plus importants en politique étrangère sont des personnes expérimentées, ayant fait leurs preuves et capables de ne pas se laisser influencer. C'est un mythe ridicule. Cependant, il a été largement diffusé sous des formes différentes, parfois de façon ouverte et explicite, parfois de manière plus subtile, non seulement au sein de la gauche et la droite américaine, mais surtout à l'étranger. J'appartiens officiellement au Parti démocrate. Je considère que beaucoup de problèmes soulevés par les néoconservateurs sont très pertinents. Je me sens très atteint par les critiques déraisonnables et incendiaires faites aux néoconservateurs. Elles sont vraiment excessives et déplacées. Nous sommes dans un monde où des gens veulent tuer des Américains, se ceinturent d'explosifs, utilisent des avions comme armes. En d'autres termes, ils font tout ce qu'ils peuvent pour nous détruire. Ce que vous voyez n'est pas un complot, mais une réponse logique. J'ignore comment les gens réagiraient en France, en Allemagne ou en Espagne à la terreur. Mais j'imagine qu'ils agiraient comme nous le faisons aujourd'hui. C'est plutôt amusant de voir imputer aux néoconservateurs cet immense pouvoir, aux États-Unis mais surtout à l'étranger, quand on sait comme ce mouvement est petit. Au fond, ce sont des personnes qui n'exercent pas leur influence en douce, mais directement et ouvertement, en écrivant des articles, des livres, en soumettant des études ou en apparaissant à la télévision. Cela n'a rien de secret. C'est un petit groupe de personnes. Je pense que oui, ils ont une influence sur la politique. Et c'est logique puisque leurs idées ont du sens aux yeux des gens qui détiennent le pouvoir, et non parce que c'est un mouvement important. C'est clair comme de l'eau de roche. La troisième génération de néoconservateurs, ce sera des dizaines de millions d'Américains qui acceptent l'orientation large des néoconservateurs, une croyance sans faille dans les institutions démocratiques, une croyance dans le pouvoir américain et la détermination d'utiliser ce pouvoir, non seulement pour protéger les États-Unis, mais aussi les valeurs occidentales, les valeurs démocratiques. Et je pense que ceci est l'attitude d'une majorité d'Américains aujourd'hui. Je ne pense pas qu'être néoconservateur signifie être crédule, naïf, idiot ou utopique. Je pense que les néoconservateurs sont pleinement conscients des limites de la puissance américaine ou de celle d'autres pays. Mais ce qui prévaut dans le discours européen, c'est ce fatalisme, ce cynisme, qui dit que les choses ne peuvent aller mieux. Quand on considère l'Europe d'avant 1945, il y a des guerres sans fin entre les grands pouvoirs européens, et ce depuis le début de l'État-nation. Mais l'Europe a profité d'un demi-siècle de paix et de prospérité qui s'est étendu jusqu'à l'Europe de l'Est et du Sud ainsi qu'à l'Ouest. Je pense que cela, bien sûr, est dû à la sage implication de la puissance américaine. Nous devons bien sûr beaucoup aux Européens et à leur résistance. Pour beaucoup, le changement a été garanti par la sécurité américaine. Je pense que si cela a fonctionné en Europe, nous devons essayer de faire de même ailleurs, car je pense que c'est là le dernier espoir de l'humanité, pour étendre la liberté et la démocratie. On ne peut pas éradiquer le mal. La nature humaine est ainsi faite. Il y aura toujours le mal et des êtres humains.
et des sociétés qui, malheureusement, succomberont à de mauvais gouvernements et à des forces importantes qui auront raison des gens bien et des forces bienveillantes. C'est pour cela, encore une fois, que je crois que la puissance américaine est si importante dans le monde. Je ne pense pas que nous puissions prédire la fin de l'histoire, faire comme si tout allait changer joyeusement et dans la bonne humeur vers une nouvelle étape. Si seulement nous pouvions nous entendre un peu mieux.